Nous poursuivons cette édition spéciale résultats des élections départementales en Bourgogne sur France 3 avec Elsa Bezin pour les résultats dans les 4 départements. Pour les analyser et interroger nos invités, Lilian Melet est avec nous ainsi qu'Éric Sicot. Les invités précisément François Patria, bonjour, président socialiste de la région Bourgogne. Pour l'UMP, Emmanuel Coin, bonjour. Bonjour. Réélu hier dans le canton de Brazé-en-Plaine. Et puis Céline Maglica, bonjour. Bonjour. Élu socialiste à Dijon dans le canton de Dijon 6. Nous rejoindrons tout à l'heure en direct du Creusot Frédéric Brochot, nouvel élu UMP à Autun. Et puis Fabien Bazin, réélu à Corbigny, nous attend lui à Nevers. Commençons par la Saône-et-Loire avec une illustration de cette bascule à droite du département. Le canton de Louhans, c'est celui de Rémy Chantron, le président socialiste sortant, battu sévèrement par Mathilde Chalumeau et Anthony Vado, le maire de Branches. Damien Boutillet et Romy Oachuc les ont retrouvés ce matin à l'heure du marché. Forcément, un lendemain d'élection sur un marché, on ne parle que des résultats, surtout à Louhans. Car outre le fait que le département a basculé à droite, Rémy Chantron, le président socialiste sortant du Conseil général, était battu sur son propre canton. Et ici, ça ne surprend pas. Non, pas du tout. C'est tout à fait normal, compte tenu des exactions du gouvernement actuel. Pas s'étonner. Non, ça ne me surprend pas. Fallait que ça change. C'est normal, oui, c'est une suite logique. Oui. Alors forcément, du côté du binôme UMP qui a remporté le canton, le marché ce matin a un petit goût particulier. Il savoure, surtout qu'il s'impose avec 66,30% des suffrages, soit 2642 voix d'écart. On ne pensait pas que l'écart serait aussi important et c'est vrai on s'en réjouit. On a fait une campagne de terrain, de proximité et je pense que ça a payé. Une large victoire donc pour la droite, la suite logique d'une implantation politique réussie. Petit retour en arrière. En 2008, Anthony Vado vient de prendre la mairie de Branches. Il est alors l'un des plus jeunes maires de France et il affiche ses ambitions. 7 ans plus tard, Paris réussit. Il accède au conseil départemental, mais il va devoir faire des choix. Déjà, je continue l'activité de maire de Branches et de président de la communauté de communes Cœur de Bresse. J'ai 2-3 autres casquettes intercommunales pour lesquelles on va essayer de s'arranger assez vite. Et là, on travaille déjà à la mise en place des nouvelles instances dirigeantes au niveau du département. Une vice-présidence ? Les choses ne sont encore pas discutées sur cet angle-là. Rendez-vous donc jeudi à Mâcon pour l'élection du nouveau président et des vice-présidents. Et ce président devrait être en toute logique André Akari, nouvel homme fort du département de Saône-et-Loire. Le leader de l'opposition UMP a confirmé hier sur France 3 sa candidature à la présidence. Son binôme, vous le voyez, s'est largement imposé dans le canton de Paray-le-Monial où étaient Stéphane Robert et Gabriel Talon. Oui. Oui. Ah, tournu, j'avais oublié. Ah bah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est gagné. André Akari est arrivé très tôt pour assister au dépouillement. Très rapidement, il s'est isolé dans un coin de la salle pour recueillir les informations qui lui remontent des différents cantons. Et peu avant 20h, la tendance est à la bascule du conseil départemental à droite. Le leader de l'opposition se veut encore prudent. J'attends déjà la confirmation, effectivement, pour savoir si le département bascule. Effectivement, la tendance nous fait dire que vraisemblablement on serait 16-13. Voilà, donc après, effectivement, je pense que c'est le fruit d'un travail constant aussi, d'une préparation des élections qui dure depuis des mois. Et puis, il faut le reconnaître aussi, un mécontentement vis-à-vis de l'actuelle majorité. Il est maintenant 20h passées. Jean-Marc Nem, le maire de Paray-le-Monial, vient de déclarer le nom du vainqueur sur le canton. Sans surprise, André Akari est élu avec plus de 67% des voix face au binôme socialiste. La bascule, ajoutée à cette victoire, le triomphe est total mais modeste. C'est quelque part aussi une reconnaissance, donc je suis très heureux de ce score avec Carole. J'aimerais bien que Carole soit là, mais effectivement, on est tout à fait satisfait de ce résultat. Après un moment d'échange avec ses soutiens, André Akari s'est rendu en préfecture de Mâcon. Le 3e tour est maintenant à l'ordre du jour. Le conseiller départemental réélu fait figure de favori à la présidence. Les prochains jours seront cruciaux dans cette course au perchoir.
Pour la Saône-et-Loire, Elsa Bezin, l'événement, c'est donc la bascule de la gauche vers la droite. Oui, après 11 ans de présidence socialiste, une page se tourne. La gauche n'a remporté que 13 cantons contre 16 à droite. Les 3 cantons qui la font perdre, eh bien, ce sont Auroux-sur-Saône, où le duo de droite s'impose avec seulement 30 voix d'écart. Mont-Solémine, où la gauche est balayée comme au municipal il y a un an. Et enfin, Autun 1, où là, c'est une division de la gauche qui l'a conduit à sa perte. Autre symbole de cette cinglante défaite, Châlons 3 et Châlons 2. Des cantons, la droite s'impose, et même dans le cas de Châlons 2, très largement. La gauche qui résiste quand même en Saône-et-Loire, puisqu'elle remporte 6 des 8 triangulaires où elle était engagée. Symbole de cette résistance en Bresse, le canton de Cuiseaux, le socialiste Frédéric Canard est réélu. Autre exemple, Urigny, en ballottage défavorable la semaine dernière, le tandem de gauche a réussi à gagner son duel face à la droite. Merci Elsa, et nous prenons la direction du Creusot où nous attend Frédéric Brochot, vainqueur pour l'UMP sur le canton Autun 1. Bonjour Frédéric Brochot, vous partagez cette double analyse, le double effet Autun 1, sanction du gouvernement et puis les divisions à gauche, elles vous ont bien aidé ? La division, oui, il y a certes une division, mais il y a quand même un rejet de la politique qui a été menée sur le département et également la politique qui a été menée par le conseiller général sortant qui était absent. Donc voilà, les gens voulaient de la proximité, les personnes, tous nos électeurs voulaient de la proximité. C'est ce que l'on a fait durant notre campagne, c'est ce que l'on fait au quotidien par rapport à notre travail. On est au contact des gens avec mon binôme Catherine Amiot. Voilà, tout était réuni et les personnes nous ont fait confiance. Mais au premier tour, vous étiez au coude à coude avec finalement les deux binômes de gauche qui étaient donc divisés. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette amplification en votre faveur au second tour, selon vous ? Eh bien, l'amplification, déjà, on n'était quand même pas au coude à coude. Il y avait quand même un certain nombre de voix qui nous séparaient, quand même. Et voilà, on a fait tomber, je dirais, un bastion de la gauche. Les gens se reconnaissaient plus par rapport à la politique qui est menée aujourd'hui, qui était menée jusqu'à présent, et voulaient, comme on l'a fait, du renouveau et une nouvelle énergie. On va attendre jeudi l'élection du président avec André Akari. Vous faites partie de ceux qui espéraient monter en grade, on va dire, obtenir une vice-présidence par exemple. On sait que vous êtes très investi dans le monde agricole par exemple, Frédéric Brochot. Très investi dans le monde agricole, déjà de par mon métier, de par mes responsabilités également que j'ai jusqu'à présent au sein du département et au local également. Après, voilà, on travaille avec André. J'ai pas d'ambition. Voilà, si on me donne une responsabilité, je serai très heureux de l'amener à terme. Mais déjà, avant tout, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que André a réussi à recréer sur le département. Et voilà également, je dirais, l'énergie qui s'est créée autour d'André et de tous les candidats. C'est ce que les gens attendaient. Bon, voilà, maintenant, jeudi, on verra comment ça se passera. À suivre, merci Frédéric Brochot en direct du studio France 3 Bourgogne du Creusot. Autre réaction concernant le passage à droite du département de la Saône-et-Loire, celle du sénateur-maire UMP de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Pour lui, cette victoire de la droite va lui simplifier la vie. Écoutez. Je suis très heureux de voir que le département bascule et qu'à partir de demain, nous aurons une politique entre les collectivités locales et le département, une politique qui sera une politique consensuelle, une politique ouverte, une politique de confiance, et naturellement avec Mâcon, puisque je vous rappelle que depuis de longues années, Mâcon n'a jamais pu avoir de dialogue avec le Conseil général de Saône-et-Loire, et je suis très heureux de savoir qu'à partir de demain, j'aurai effectivement une politique de respect mutuel, mais en même temps une politique consensuelle. Jean-Patrick Courtois, sénateur-maire UMP de Mâcon. Emmanuel Coin, sur ce département de la Saône-et-Loire, vous partagez cette analyse, donc succès de la droite. Jean-Patrick Courtois disait que ça simplifie la vie, c'est aussi ce que vous attendez de cette bascule ?
Je pense qu'effectivement, ça crée des synergies positives. Mais l'on voit bien que là où il y a eu victoire, c'est là où il y avait l'unité et une équipe ensemble qui menait le combat. Donc je me réjouis pour André et son équipe. François Patriat, la Saône-et-Loire, c'est un peu le symbole de l'affaiblissement de la gauche dans la région. Elle est aussi affaiblie en Côte d'Or, elle est aussi affaiblie dans la Nièvre, elle est quasiment anéantie dans l'Yonne. C'est inquiétant pour vous ? Y compris sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté, qui est maintenant la réalité. Oui, puisqu'il n'y a plus que 2 départements qui restent. C'est un recul de la gauche. C'est clair. Pour la Saône-et-Loire, comme pour le Doubs, comme pour le territoire de Belfort et le Jura, c'était un peu une des chroniques de défaite annoncées. On l'avait prédit, on nous l'avait dit, on sentait les faiblesses. La vraie hypothèque, elle portait sur les 2 départements qui sont restés à gauche, parce que la Nièvre gagne sur le fil, c'est bien, bravo. La Haute-Saône, avec Yves Cratinger, fait un beau combat, mais c'était là qu'était vraiment, aurait été la surprise. Pour le reste, je dis que c'est pas logique du tout, parce que quand j'entends dire le bilan du président du Conseil général, quand je vois comment il s'est battu pour la RCEA, comment il s'est battu pour le Center Park, comment il a défendu les vrais dossiers pour le débit, je ne peux pas considérer que la politique du Conseil général de Saône-et-Loire est à remettre en cause. C'est une défaite nationale. Non, alors, après, il y a 2 mots. Quand on a une défaite, il faut avoir 2 vertus. De la lucidité et du courage. Et moi, je crois que ces amis qui sont défaits aujourd'hui ont ces 2 vertus. Ils doivent être lucides. Mais j'entends des messages contradictoires. À la fois, on nous dit « j'ai gagné parce que je suis en proximité », et d'autres vous disent « ils ont perdu à cause des méfaits du gouvernement ». Alors, est-ce que c'est la proximité ou est-ce que c'est le gouvernement ? Non, c'est un cocktail de tout, bien entendu. Mais dire que tel ou tel candidat, je pense en Côte d'Or, notre ami Privolt ou bien d'autres, est-ce qu'ils étaient moins en proximité que des candidats ? D'autant plus que, dans un temps, on réclame de la proximité, dans le même temps, 30% des Bourguignons votent pour des candidats sans visage, qu'ils ne connaissent pas. Où est donc la proximité ? Donc, vous voyez, on a des concepts tout faits. Moi, je regrette pour la Saône-et-Loire, pour les amis qui l'ont dirigé. Aujourd'hui, c'est un recul. Analysons-le. Et surtout, pensons à l'avenir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Moi, c'est ça la question que j'aimerais poser aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour endiguer la montée du Front National et pour que la gauche retrouve du crédit ? C'est ça la question que je me pose pour demain. Emmanuel Coin, elle a senti le vent du boulet d'ailleurs. Hein. Vous avez senti ce vent du boulet avec le Front National. Mais c'est vrai, je rejoins ce que dit François Patriat. C'est absolument incroyable parce qu'à la fois on sent que les gens veulent des élus de proximité, des gens qui les comprennent, qui les entendent et qui sont dans un dialogue, qui soient dans un dialogue avec eux. Et parallèlement à ça, ils votent massivement pour des gens qui n'ont quasiment pas mis les pieds sur le territoire, qui ne sont pas allés les rencontrer. C'est un vrai paradoxe. Et effectivement, il va falloir regarder ça avec finesse pour les prochaines élections. Céline Maglica, on entend beaucoup de choses effectivement. On entend la droite dire les Français veulent une autre politique, sous-entendu une politique de droite. On entend une partie de la gauche dire les Français veulent une autre politique, sous-entendu plus à gauche. Et puis en même temps, les Français, ils ont voté dans beaucoup d'endroits, un tiers d'entre eux, parce qu'au premier tour, pour le Front National, dont on sait que sur les élections départementales, ils avaient à peu près pas de programme. C'est quoi votre sentiment, vous ? C'est un mal-être ou c'est une vraie demande ? Alors, les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on est quand même dans une crise économique qui est profonde. La gauche est arrivée au pouvoir avec un bilan de droite qui était très lourd à gérer. Il ne faut quand même pas l'oublier. Après, effectivement, les gens, quand on est en porte-à-porte ou en proximité avec eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Qu'est-ce que la politique peut encore faire pour nous ? Nos enfants ne trouvent pas de travail, on a tel et tel problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Et je crois qu'effectivement, c'est à nous de retrouver cette confiance. Parce que, au-delà des clivages politiques, moi, ce que j'ai entendu dans cette élection, à travers à la fois l'abstention très forte, à la fois les votes blancs, les votes nuls, dont on ne parle jamais, et je crois qu'il faut en parler, parce que les gens qui se déplacent pour aller mettre dans une urne un vote blanc ou un vote nul, ils nous passent un message, ils nous disent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent finalement, la politique, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Donc qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Eh bien, il faut retrouver l'ancrage de la politique. Il faut être en proximité, on l'a dit, mais c'est quand même important. Effectivement, c'est contradictoire avec les gens qui votent pour le Front National, qui sont des candidats inexistants. Ils n'ont même pas recollé leurs affiches sur le deuxième tour, moi, sur le canton de Dijon 6. Donc, inexistants. Mais je crois que le message le plus important que les électeurs nous passent à travers l'abstention, le vote des extrêmes, le vote blanc, le vote nul, c'est
On a besoin de recroire en la politique. Il faut donc renouveler nos pratiques politiques. Et je crois qu'en tant qu'élus, nous avons tous à nous interroger là-dessus. Comment faire pour renouveler nos pratiques politiques et pour retrouver cette confiance ? Nous poursuivons avec la Côte d'Or. À présent, une majorité renforcée. Les résultats avec vous, Elsa Bezin. Oui, à Nuit-Saint-Georges, le duo emmené par Hubert Poulot l'emporte avec 234 voix d'écart face au candidat de la gauche affaibli dans les zones rurales. Victoire également à Jean Lys du tandem UMP des Verts droite devant le Front National. La droite gagne aussi à Brazé-en-Plaine grâce au Front Républicain. Le désistement des candidats de gauche après le premier tour a bénéficié à Emmanuel Coin et Gilles Delpaux. Seul couac pour la majorité, la perte de talent. Le sortant Gilbert Menu est battu. Une victoire surprise pour la gauche ici. En dépit de nombreuses divisions, la gauche limite la casse dans les cantons périphériques et sauve notamment Chenôve, mais aussi Longwy avec Christophe Lucan et Céline Tonneau. À noter que la gauche battue dans les campagnes résiste bien dans les cantons dijonnais. Elle en gagne 4 sur 6, dont Dijon 2 pour le duo Millau-Conders, Dijon 3, canton de la Toison d'Or et des Grésilles avec Hamid El Assouni, ou encore, et elle est avec nous, Dijon 6, où le tandem André Gervais et Cécile Maglica s'impose très largement. Céline Maglica. Nous allons voir la carte de la Côte d'Or. Voyons la nouvelle partition. Il va falloir s'y habituer. Hein. On a oublié Pouilly, le seul canton rural que la gauche va conserver. Alors, on ne va pas donner tous les cantons, bien évidemment, mais vous les retrouvez sur notre site internet, évidemment. On va s'intéresser au canton de Montbard, avec la défaite du sortant PRG Patrick Molinoz, et cette revanche pour l'édile Laurent Sport, qui avait perdu les cantonales en 2011. Reportage à Montbard, hier soir, signé Bintou Sidibé et Jean-Louis Saintin. Le binôme Marc Fro-Laurent Sport a obtenu 4228 voix, soit 53,48%. 583 voix séparent les deux formations. Le résultat est sans appel. Ce soir, contrairement en 2011, aucune contestation de l'élection ne sera faite. Laurent Sport, candidate malheureuse des dernières cantonales, obtient sa revanche. Après la ville de Montbard, le canton passe lui aussi à droite. Marc Fro et Laurent Sport deviennent les nouveaux conseillers départementaux. On a fait la même campagne au deuxième tour qu'au premier, proche des gens, et nous on mélange pas tout. On est conseiller départemental, on s'occupe des gens et on ne fait pas de la politique politicienne et on ne parle pas forcément de Paris. C'est sûrement ça qui a fait la différence. Les gens veulent qu'on s'occupe d'eux et qu'on soit naturel, pas frimeur. Un tacle en direction de Patrick Molinoz, conseiller général durant 13 ans et dont le mandat ne sera pas renouvelé. Le binôme qu'il forme avec Marion Mongoichon n'a pas réussi à convaincre les électeurs des candidats éliminés au premier tour. Visiblement, l'essentiel des voix du Front National se sont reportées sur Madame Porte. Sans doute, la politique du gouvernement est sanctionnée ce soir. Et puis ce redécoupage et cette réforme que j'ai combattue provoque les résultats attendus. Ou plutôt pas attendus, mais en tout cas craints. Donc mais on va continuer de travailler. On est conforté sur nos communes dans le canton de Venaray. L'affrontement s'annonçait très serré, mais ici comme ailleurs en Côte d'Or, la droite ressort victorieuse de ces élections et même une gauche unie n'aura rien pu y faire. À l'inverse, en Côte d'Or, donc sur le canton de Dijon 6, Céline Maglica, vous remportez ce canton avec votre binôme André Gervais. À l'inverse de la tendance dans le département, donc, ça veut dire que sur la ville, sur l'agglomération dijonnaise, le Parti socialiste a beaucoup plus travaillé que sur les autres secteurs ruraux du département ? Je ne sais pas si on peut dire que les uns contre les autres, ceux qui travaillent plus ou moins, je pense qu'on ne peut pas dire les choses comme ça. On peut se réjouir, en revanche, effectivement, que dans l'agglomération dijonnaise, la gauche reste bien ancrée, a fait un vrai travail de terrain. Il y a un ancrage quand même, il y a un ancrage qui est là, évidemment, à travers tous les élus. Nous, on est particulièrement satisfaits de notre score, puisqu'on fait le plus beau score de Côte d'Or. On n'en est pas peu fiers et on remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Et notamment, et ce n'était pas le cas partout, le binôme de droite éliminé au premier tour qui a appelé à voter pour vous. C'est ce que j'allais dire. Le binôme que formait Lionel Fourré avec sa colistière, avec son binôme, ont appelé de manière républicaine à voter pour nous contre le Front National. On les en a remerciés parce que ça n'a pas été le cas partout. Ça n'était pas la position de François Sauvadet qui lui a appelé au nini.
donc qui a favorisé le Front National. Ça n'a pas été le cas effectivement du binôme républicain qui était face à nous. On les en remercie et puis je crois que c'est vraiment le travail de terrain, l'ancrage et puis on avait une très très belle équipe, vraiment une très belle équipe, très dynamique avec plein de jeunes gens et plein d'anciens militants aussi qui nous ont aidés à faire cette belle campagne et on est très satisfaits. Un mot sur les conséquences que ça aura peut-être au Conseil général. C'est la droite qui est majoritaire, bien sûr. Départemental. Allez, cette fois c'est la mienne. C'est ma faute. Il y a un vrai renouvellement, il y a un vrai rajeunissement, il va y avoir un vrai renouvellement. Alors bien sûr, il y aura la parité, une féminisation, mais aussi beaucoup plus de conseillers urbains et on va dire même de conseillers socialistes que dans le groupe de gauche précédent au Conseil général départemental. Est-ce que ça va avoir des conséquences? Alors il y a un vrai renouvellement, mais je crois que c'est une assemblée qui en avait vraiment besoin. J'étais jusque-là la plus jeune, ce ne sera pas le cas demain, j'en suis ravie. La parité, évidemment, qui est une très belle avancée, une très belle victoire dans notre pays et pour notre démocratie. Et puis un renouvellement, mais n'opposons pas les urbains aux ruraux. Moi, je suis sur un canton qui est mixte, qui est urbain et rural. Je le défendrai toujours et je suis conseillère départementale. Les mots ont du sens. Je défendrai le département de la Côte d'Or. Et vous l'avez dit, c'est vous qui avez obtenu le meilleur score de la gauche dans le département. Ça vous donne des ailes. Est-ce que vous serez, parce qu'on en parlait ces derniers jours, candidate à la présidence du groupe de gauche ? Alors, ça donne forcément une légitimité. J'étais déjà vice-présidente de mon groupe politique. Oui, je vais proposer ma candidature. Moi, je propose surtout quelque chose d'un peu nouveau, puisque je propose qu'on soit en binôme pour être à la tête de l'opposition départementale. Je propose que ce soit un homme et une femme, parce que je crois que le message de nos électeurs aujourd'hui, dans leur ensemble, ça a été de dire il faut renouveler une fois de plus vos pratiques politiques. Bien, pour moi, c'est un premier pas. Proposons non pas une hégémonie et un seul homme ou une seule femme, mais allons-y à deux. Et dans ce cadre-là, je suis candidate effectivement à la présidence de mon groupe. Avec qui ? Avec un homme, je ne sais pas encore lequel, on en discutera demain puisqu'on est en réunion justement de manière démocratique et en totale camaraderie et en fraternité, on en décidera. Merci Céline Maguéca, nous allons vous libérer en signalant d'ailleurs au passage que la parité est plus que respectée ce midi sur ce plateau, sur France 3 Bourgogne. Vous avez... C'est pas pour toi. Les hommes vont se plaindre maintenant d'être représentés. Céline Maguéca, on va vous libérer pour laisser la place à Anne Herchens qui va nous rejoindre dans un instant. Nous allons partir pour Talent, autre illustration des revers de la droite. Talent où Gilbert Menu, le maire de la ville, perd son siège. Scrutin très serré, inattendu et les réactions ont été plutôt vives au moment de l'annonce des résultats officiels, comme l'ont constaté hier soir Pauline Ringenbach et Amélie Doué. On est devant, on peut gagner, Non. Écoutez, on va bien voir. De toute façon, il y a un Paul Robinat n'en revient pas. Il serait devant à quelques voix près. Tout se joue dans un mouchoir de poche. Le suspense reste entier jusqu'à ce que le candidat UMP sortant, Gilbert Menu, vienne annoncer lui-même officiellement sa défaite. Bayard Menu, 3573 voix. Loza Pereira, 2147. Et sont élus Renaud Dinjac, Robinat, 3770 voix. Une défaite qui semble difficile à encaisser pour le maire de Talent. Oui, c'est bon. Non. L'ambiance n'est pas au beau fixe entre les deux partis. La poignée de main est à peine cordiale. Les voix du candidat de droite éliminé au premier tour se sont réparties entre les trois binômes restants. Cette élection se joue donc à 2% des suffrages en faveur du Parti socialiste. Je pense que la différence, c'est pour notre représentativité de la liste, en fait. On avait une élue de la ville, un élu rural, et je pense que ça a réellement joué, et les gens se sont rendus compte que vraiment, on représentait l'ensemble du canton. Bayard Menu, Renaudin Robinat. 197 voix d'écart seulement entre le conseiller sortant de la vallée de l'Ouche et celui de la commune de Talent. Un résultat très serré, à l'image d'un canton tiraillé entre zone urbaine et ruralité.
Voilà pour le canton donc de Talent en Côte d'Or. Réaction d'Emmanuel Coin pour l'UMP. De la division du premier tour, on savait qu'il y avait un binôme soutenu par la bouche. On voulait être sûr que vous parliez de ça. Moi, j'entends bien, je me doute. Non, effectivement, on voit bien que là où on part désunis, il n'y a pas de victoire. Mais on l'a vu aussi sur des cantons, on parlait tout à l'heure de la Saône-et-Loire, de défaite. Quand il y a désunion, quelle qu'en soit la famille politique, eh bien, il y a l'échec de cette famille politique au bout. Et c'est l'union qui fait la victoire. C'est indéniable. Il y avait aussi la suite quand même des élections sénatoriales. Oui. Une élection est toujours la suite d'une autre, mais là, il y a vraiment la suite des élections sénatoriales. Je pense que j'avais déjà dit la chose dans mon premier propos. Bien sûr. Cette division est le fruit des sénatoriales. C'est regrettable. Vous savez, en politique, on dit on pardonne tout, on n'oublie rien. Avec un rejet, donc, pour être clair, de la candidature du maire de Talent. Je pense que vous savez, quand il y a une division au premier tour, ça en laisse toujours des traces dans l'électorat. Et je ne sais pas si c'est Gilbert qui a été sanctionné par rapport à sa candidature au sénatorial ou les traces du premier tour. Le canton de Brazay-en-Plaine, qui englobe les villes de Sœurs et de Saint-Jean-de-Luz également, c'est votre canton. Là, vous avez été élu dans un contexte particulier, rappelons-le, avec ce front républicain. Le plus haut, oui. Voilà. Vous aviez cette peur que le Front National puisse prendre un canton en Côte d'Or ? Ah, bien sûr, puisque vous-même, vous le disiez, que s'il y a un canton qui devait tomber, c'était celui-là, entre les mains du Front National. Et au-delà de nos destins personnels, vous imaginez ce que cela veut dire pour un territoire, pour les élus, les habitants du territoire. Si vous ne voyez pas les candidats pendant la campagne, vous imaginez une fois qu'ils sont élus, s'ils vont être sur le terrain. Donc ça avait des conséquences absolument dramatiques pour notre territoire. Est-ce que c'est lié à votre territoire ? C'est-à-dire qu'est-ce que le Front National était plus en capacité de l'emporter parce que dans ces zones rurales, avec des petites villes, il y a aujourd'hui une situation pour beaucoup de gens qui est extrêmement difficile. Mais nous avons plus difficile peut-être que sur l'agglomération dijonnaise. Mais nous avons un taux de chômage extrêmement élevé. Vous le savez, que ce soit sur la commune de Saint-Jean ou de Sœurs, nous sommes au-delà des moyennes nationales. Donc, ce sont des cantons, c'est un canton, extrêmement éprouvé. Et indéniablement, c'est des votes aussi de rejet, de ras-le-bol, en disant vous êtes impuissants, on a tout essayé, on va essayer l'autre côté. Est-ce qu'il faut quand même voir que Saint-Jean, l'ancien canton de Saint-Jean, a été un canton historiquement à gauche. Donc on voit bien là aussi l'hétérogénéité de l'électorat frontiste, qui ce ne sont pas que des déçus de la droite, ce sont aussi des déçus de la gauche. Donc c'est un terrain assez compliqué. Emmanuel Coin, je vous propose d'écouter une réaction, celle de François Rebsamen. Il se réjouit de votre élection, ou plutôt, il salue la position du Parti socialiste de respecter le Front républicain. Les partis républicains doivent se ressaisir. La gauche a donné l'exemple dans ce département. Elle a retiré, sans hésiter, son candidat sur le canton de Sœurs pour permettre l'élection de Madame Coin. J'en suis très heureux. Je suis toujours très heureux quand un républicain bat quelqu'un qui est du Front National. Voilà, je voulais le dire clairement ici. J'espère que ça sera pareil à droite. J'ai quelques craintes de ce côté-là. Les craintes de François Rebsamen. Et on sait que, alors ça peut paraître cocasse parce que vous faites partie du groupe et vous êtes la leader de l'opposition au Conseil régional. François Patria, vous avez soutenu aussi la candidature de Madame Coin sur ce. Je crois avoir été le premier à le dire sur ce plateau, à cette même place, exactement. Dimanche dernier à 8h, à 20h. Donc je l'avais dit, j'ai souhaité. Alors, est-ce que ça ne donne pas aussi raison au Front National quand il parle du MPS ? Est-ce que ça ne risque pas de troubler les électeurs ? Qu'est-ce que vous leur dites aux électeurs à ce propos ? Je dis aux électeurs aujourd'hui qu'il ne faut quand même pas se tromper ni de combat ni d'idéal. Je m'oppose à Mme Coin. Elle est ma principale opposante au Conseil régional. Il n'empêche qu'il y a un respect mutuel et j'entends de leur position des propositions que j'écoute, que je prends même parfois, avec qui je peux dialoguer, parce que sur la laïcité, parce que sur l'immigration, parce que sur le social, nous partageons des valeurs qui nous sont communes, même si les voix ne sont pas communes. Alors que quand j'entends les élus du Front National au Conseil régional et que j'entends, j'allais dire, leur position sur l'Europe, sur l'euro, sur aujourd'hui le social, sur la santé, je suis abasourdi des propositions que je voudrais qu'entendent leurs électeurs aujourd'hui. Mais je vous dis, la solution, elle est sans doute à trouver pour demain dans des vraies réformes pour notre pays.
On ne luttera pas le Front National contre le Front National par des slogans et par des a priori. On réussira contre le Front National si nous sommes capables de faire évoluer les choses dans un sens qu'attendent les Français. Et au-delà du mot frimeur qu'a tout à l'heure évoqué un candidat élu, parce que, vous savez, les électeurs ils attendent de quoi des candidats? De la probité, de la transparence, de leur proximité, du travail. Il ne me semble pas que ni Patrick Molinos, ni M. Prévost étaient des gens qui n'étaient pas transparents, pas travailleurs et pas proches. Donc, c'est pas ça la vraie réalité. Les gens ont voté sur un ressenti national. Or, moi, je pense que demain, il faut vraiment transformer ce pays qui, aujourd'hui, souhaite la réforme mais ne la veut pas, veut la réforme mais ne la pratique pas, et que dès qu'on veut faire les vraies réformes, passer vraiment à la 6e République, je le crois aujourd'hui. Il faut aujourd'hui que nous puissions avancer dans le domaine social, dans le domaine des collectivités, qu'on fasse une vraie loi NOTRe qui change les choses demain. C'est cela que nous pourrons demain. Et ça veut dire qu'il faut se parler entre la droite et la gauche. Il faut se parler entre la droite et la gauche pour obtenir des majorités de circonstances qui font avancer le pays sur la voie de la réforme. Anne Herchens, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous étiez vous-même avec Ludovic Rochette, candidat sur le canton de Dijon 4, dans une autre situation que ce qu'on vient d'évoquer sur Brazais, puisque dans votre canton, le Front National n'a pas été qualifié pour le deuxième tour. Il y avait un peu plus de 20% des voix pour le Front National. Vous l'emportez. Ce qui se disait hier sur les plateaux de télé et dans les médias et avec les candidats, c'était qu'une part importante du vote Front National du premier tour, vous avez profité. Est-ce que c'est votre analyse aussi ? Alors, ce n'est pas tout à fait mon analyse. Bien évidemment, il y a eu un report naturel. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont voté Front National au premier tour n'étaient pas des gens qui sont ancrés dans le Front National, mais des gens qui ont des valeurs de droite républicaines, qui avaient fait un vote sanction et qui, naturellement, sont revenus vers nous. Et aussi, on a capitalisé sur la mobilisation de notre électorat qui ne s'était pas déplacé au premier tour et qui est venu massivement au deuxième tour. Quel regard vous portez sur Brazais, où là, la théorie du Front républicain a été mise en application avec candidat de gauche qui se retire, il avait 1800 voix, Emmanuel Cohen, vous progressez de 1400 voix, je crois, entre le premier et le deuxième tour, donc un report qui semble à peu près automatique. Il y a des gens qui sont pas retournés voter, oui, voilà, c'est beaucoup plus... Oui. Mais quand même, en volume, je suis d'accord avec vous, néanmoins en volume, on voit une dynamique, on est d'accord. Oui. Quel regard vous portez là-dessus ? Alors écoutez, moi je me félicite que... Moi je suis une jeune élue, entre guillemets. Je me félicite qu'on réponde enfin aux aspirations des Français qui en ont un véritable ras-le-bol de ces clivages politiques qui sont stériles, qui, eux, ne leur apportent rien. Et je me félicite qu'en cas de difficulté, on sache se parler et trouver des solutions concrètes ensemble. Il est temps. Alors vous disiez que les gens au premier tour ont voté en partie pour le Front National par rejet sans doute du gouvernement et de leurs difficultés à vivre. Finalement, qu'est-ce que doit faire la nouvelle majorité, enfin la majorité renouvelée du Conseil général, pour que ça change tout simplement ? Alors, je pense que la majorité du Conseil général doit être en capacité d'entendre et surtout de proposer. Proposer pour son territoire, évidemment, de l'emploi, parce que je pense que les Français attendent aujourd'hui beaucoup de ça. De l'emploi, de limiter les impôts, parce que quand on voit des retraités qui ont eu leurs impôts multipliés par 2 en 2 ans, il y a un moment où ça doit s'arrêter. Et puis, ils attendent qu'on agisse au quotidien pour eux. Les compétences du conseil départemental seront des compétences surtout sociétales, comme précédemment le conseil général. On continuera cette politique d'action sociale au profit de ceux qui en ont besoin, qui sont fragiles. Mais il faut que cette aide aille vraiment ceux qui en ont vraiment besoin. On continue notre tour d'horizon avec Lyon à présent, où là aussi la droite est présente et renforcée après ce deuxième tour des élections départementales. Exemple à Pont-sur-Yonne, où le Front National était en tête au premier tour. Un duel pour ce deuxième tour. Le FN ne l'emporte pas, vous le voyez sur ces résultats. Donc la droite a gagné hier soir. Reportage de Basis Djaouti et Cédric Le Poitvin à Pont-sur-Yonne. La liste Ferrand-Odoul a recueilli 2059 voix. Et la liste de Grégory Dort et de Dominique Sinault, 2519 voix. Les résultats à peine proclamés, les premiers mots de Grégory Dort, tout nouveau conseiller de droite élu, vont au binôme de gauche présent dans la salle. Son désistement entre les deux tours pour faire barrage au FN a été décisif. Sans le binôme de gauche, je pense pas qu'on aurait gagné. Enfin, ça aurait été beaucoup plus serré. Donc, je salue encore une fois le sens des responsabilités de Dominique Bourreau et de son binôme, donc Françoise Martin. C'est un geste d'une grande élégance et un sens aigu des responsabilités. Donc, chapeau.
Les grands perdants, donc les candidats Front National, battus de plus de 400 voix, ils fustigent l'alliance UMPS. Il est élu grâce au désistement donc de Dominique Bourreau. Il est élu grâce à la gauche, il est élu grâce au Parti Socialiste. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul vainqueur ce soir, c'est Manuel Valls. Voilà, c'est Manuel Valls qui a ordonné à Dominique Bourreau de désister et c'est Dominique Bourreau qui apporte la victoire à Grégory Dort. Le Front républicain a donc fonctionné sur le canton de Pont-sur-Yonne et la gauche s'en félicite. Les voix se sont portées sur le candidat de droite, M. Dort, et sur son binôme, Mme Sinault. C'est ce que nous avions appelé à faire en début de semaine, faire barrage au Front National et faire triompher la démocratie. Une victoire du binôme de droite après le désistement de la gauche. Le scénario était presque écrit d'avance. Mais avec seulement près de 400 voix d'écart, le Front National continue sa percée dans le nord de Lyon et donne déjà rendez-vous aux prochaines élections. Et voyons d'autres résultats dans Lyon, Elsa, où la droite est donc confortée. Oui, la gauche perd gros, notamment sur les cantons d'Auxerre. 3 cantons sur 4 sont désormais détenus par la droite et c'est une bonne nouvelle pour le député UMP Guillaume Larrivé qui étend son influence. Décidément, rude soirée pour la gauche dans Lyon, même dans son bastion d'Avallon où elle était engagée dans une triangulaire, elle chute face à la droite. C'était Tangent, Joigny tombe dans l'escarcelle de la gauche. C'est une suite logique des municipales et dans ce canton, on peut dire que le Front républicain a fonctionné. À noter enfin que Lyon aura également, les 2 seuls élus Front National de la région. À Villeneuve-sur-Yonne, le duo frontiste a été élu avec 200 voix d'avance. Précisons que nous avons souhaité donner la parole au candidat du Front National et à ce binôme élu et que nous avons eu des difficultés à les joindre, comme c'était le cas d'ailleurs dans le courant de la campagne lorsque nous avons voulu réaliser des reportages et joindre ces candidats Front National. Certains parlaient de candidats fantômes, sans visage, comme leurs opposants pouvaient le dire. Difficile de les joindre, en tout cas, on suppose qu'ils siégeront. On va voir s'ils siègent ou pas, effectivement, au conseil départemental. Nous suivrons cela. La bataille s'engage maintenant dans Lyon, à droite pour la présidence du département. Vous le savez, ce sera jeudi, le vote pour le président, avec un troisième tour déjà dans tous les esprits, dès hier soir, lors de l'annonce des résultats du deuxième tour. Déjà 2 candidats à droite dans Lyon, le sortant UDI André Villiers et le sénateur et conseiller départemental UMP Jean-Baptiste Lemoine. Reportage de Nathalie Baffer et Claude Dode. Sitôt les résultats connus, la bataille pour le perchoir bat son plein hier soir. Un affrontement par caméra interposée, en direct sur notre antenne. Le premier à dégainer, l'UMP Jean-Baptiste Lemoine. Il annonce officiellement sa candidature et en profite pour égratigner le bilan du président sortant André Villiers. Le but, c'est de faire remonter un peu le département de Lyon dans le haut du tableau. Parce que vous savez, nous, on a l'AJA, Auxerre, qui est en Ligue 2. On aimerait bien qu'il monte en Ligue 1. Et le département de Lyon, on l'a vu un peu trop souvent dans les bas de tableau, dans les classements sur les départements. Et nous, on a envie de faire bouger ça. On a envie d'être très volontariste. Parce qu'encore une fois, il y a une attente, il y a un cri de désespoir qui a été émis par l'électorat au premier tour. Le président sortant UDI, André Villiers, ne tarde pas à riposter. Il fustige le manque d'expérience et de connaissance du terrain de son jeune adversaire. Aujourd'hui, nos concitoyens veulent des gens qui soient impliqués au quotidien dans le terrain. Vous savez, lorsqu'on déclare par exemple qu'à l'occasion de la campagne électorale, on découvre des situations difficiles, que les artisans, que les agriculteurs, qu'un grand nombre de ménages sont à la peine à cause de la crise et à cause de décisions qui ne sont pas prises au niveau national. Moi, j'ai pas besoin de faire campagne pour cela puisque je vis au milieu des gens et je sais tout ça au quotidien. Pour arbitrer cette lutte interne, un autre homme fort de la droite dans Lyon, le député UMP Guillaume Larrivé, feint de jouer les casques bleus, mais son soutien à André Villiers transparaît assez nettement. Il faut que le sénateur Lemoine et le président Villiers trouvent la manière de s'organiser pour faire du bon travail. Maintenant, je travaille depuis des années avec André Villiers. Et je souhaite pouvoir continuer à travailler avec André Villiers. En filigrane de tout cela, c'est bien la suprématie à droite pour la décennie à venir qui se joue entre les 2 jeunes parlementaires UMP, Guillaume Larrivé et Jean-Baptiste Lemoine. La Nièvre, à présent, c'est désormais le seul département bourguignon à gauche. Hier soir, la Nièvre a résisté à la poussée de l'UMP et du Front National, remportant 10 cantons sur 17. Une victoire sur le fil pour le PS et ses sympathisants, avec 80 voix d'avance. Régis Guillon et Cécile Claveau. Respect, c'est ça. Patrice Joly peut avoir le sourire. Son département résiste et reste en rose comme depuis 60 ans. Une victoire pour le PS et pour des sympathisants issus du terrain.
alors que par le passé, nous avions essentiellement des candidats issus du Parti socialiste. Là, la nouvelle nouveau redécoupage des cantons nous a conduit à faire appel à des gens qui avaient notre sensibilité politique de gauche, qui se reconnaissaient dans nos valeurs et qui ont accepté de rentrer en compétition avec nous. L'Assemblée départementale compte désormais 20 conseillers de gauche, 10 de droite et 4 sans étiquette. Pour le PS Nièvre, une victoire oui, mais sur le fil. Patrice Joly en tire les conséquences. On se doit d'être dans un département comme le nôtre, dans une démarche de rassemblement. Nous sommes là pour travailler ensemble et je voudrais le redire aujourd'hui, rassemblement de l'ensemble de ceux qui peuvent être utiles au développement de l'agglomération, de la ville de Nevers et de l'ensemble du territoire départemental. C'est l'appel que je lance aujourd'hui. Pourquoi pas se réunir, bien entendu, essayer de travailler ensemble sur des projets, sur d'autres orientations. Si ça peut améliorer les choses, nous sommes partants. Nous sommes prêts à collaborer. Pour le bien-être du département, évidemment, pour faire gagner la Nièvre, puisque c'est ça notre objectif. La Nièvre, un bout du monde, et surtout ce matin, un îlot rose entouré par des départements qui, eux, ou sont restés, ou ont viré en bleu. Et voyons justement avec vous, Elsa, d'autres résultats pour ce département de la Nièvre. Oui, alors vous l'avez dit, le département reste à gauche. La nouvelle Assemblée comptera désormais 20 conseillers de gauche, 10 de droite et 4 sans étiquette. Patrice Joly, réélu à Château-Chinon, peut être satisfait. La gauche qui conserve la plupart de ses bastions, elle s'impose à Fourchambault, elle l'emporte également dans le canton de Decize. En revanche, dans le nord, un canton lui échappe, Cosne-sur-Loire qui passe à droite, et c'est grâce à une large victoire du tandem UMP d'hiver droite, 61% des suffrages. À noter l'entrée dans l'Assemblée départementale de 2 binômes de Denis Thuriot, maire de Nevers. Le mouvement Nièvre Avenir gagne à Nevers 4. Courte victoire aussi à Varennes-Vauzelles avec 44 voix d'écart. Terminons enfin avec une victoire à l'arraché, une victoire sur le fil, celle du socialiste Fabien Bazin qui retrouve son fauteuil à Corbigny. Et ça s'est joué de très peu, seulement 22 voix d'avance. Fabien Bazin nous attend en direct de Nevers. Bonjour Fabien Bazin. On l'a dit, cette victoire d'une courte tête, c'est pas passé loin ? C'est en effet pas passé loin, vous avez bien lu les chiffres. Voilà, bon, c'est la réalité de cette élection qui était un peu troublée parce que je crois que les territoires très élargis, la formule des quadrinômes plus que des binômes a semé probablement le trouble dans l'électorat. Il y a une majorité quand même qui est affaiblie finalement au Conseil général, au Conseil départemental, c'est à mon tour de faire l'erreur, au Conseil départemental de la Nièvre, mais toujours unie derrière son président. Ah ben clairement oui, je crois qu'il y a une très belle équipe. Encore une fois, les quadrinômes plus que les binômes, ça a apporté à la fois de la fraîcheur, du renouveau, de nouveaux visages, avec des élus expérimentés. Ça va être un vrai cocktail et je pense que la majorité départementale, toujours avec son esprit d'ouverture, hein, c'est comme ça qu'on travaille dans la Nièvre, doit faire du bon travail avec ces nouvelles équipes. Fabien Bazin, on sait que votre canton était visé par le Front National, clairement, en particulier sur les zones rurales. Le Front National est allé haut au premier tour. Il a perdu des voix entre le premier et le deuxième tour. Alors comment vous expliquez ce phénomène et vous, quelle a été votre ligne de conduite entre les deux tours, contre le Front National en particulier ? Écoutez, je crois qu'on était de toute façon sur 4 candidatures au premier tour, 3 au second, une triangulaire. Il y avait chacun était dans sa famille, dans ses idées, et personne n'en a finalement trop dévié. Le sujet encore, c'est un sujet national, c'est-à-dire que les politiques publiques de soutien à la ruralité sont à construire. Les départements, les régions font beaucoup, certes, mais il nous manque une grande loi sur la ruralité qui permettrait à nos concitoyens de s'y retrouver. Ce fameux sentiment d'abandon qu'on a largement commenté ces dernières années, c'est une réalité qui est vécue sur le terrain. Alors on peut faire des choses, on en fait d'ailleurs, on a des résultats concrets, mais c'est difficile pour les territoires ruraux d'intégrer ce moment particulier de l'histoire, ce changement de civilisation où on passe d'un exode rural qui a duré un siècle et demi à aujourd'hui l'exode urbain. Et il faut qu'on arrive à résoudre la quadrature du cercle. Ça passe par la mise en œuvre de politiques publiques nationales, d'une loi de la République sur le sujet. Ça a été travaillé avec le bouclier rural, avec les nouvelles ruralités plus récemment, ou encore avec cette idée qu'il nous appartient d'inventer les villages du futur pour nos petites villes et nos villages. Fabien Bazin, on connaît votre proximité avec le député dit frondeur Christian Paul. Quelles leçons aujourd'hui le gouvernement doit-il tirer de cette défaite nationale ?
Ah bah écoutez, il y a clairement aujourd'hui des propositions qui sont sur la table. Il y a un nouveau contrat de majorité qui est proposé. Il faut rentrer dans cette logique de discussion. On va pas continuer à perdre des élections de manière sempiternelle jusqu'à 2017 pour connaître évidemment l'apothéose à ce moment-là. Il est encore temps de réussir le quinquennat. Ça passe par un travail justement d'écoute, de respect du Parlement, comme d'ailleurs sur le terrain. Ce sont les mêmes sujets. Il faut écouter nos concitoyens, travailler avec eux, construire avec eux ces politiques publiques. Les frondeurs aujourd'hui, c'est rien d'autre que cela, mais c'est tout cela. Merci Fabien Bazin en direct de nos studios France 3 Bourgogne à Nevers. Dans la soirée électorale hier sur France 3, il y a eu parmi les temps forts l'appel de Nicolas Serret à un changement de politique précisément de la gauche après la défaite de son clan politique et du gouvernement. Écoutez Nicolas Serret, élu à Joigny dans Lyon hier. Le gouvernement est aujourd'hui dans l'échec. Donc soit les résultats arrivent désormais très rapidement, soit il va falloir dardard trouver une nouvelle orientation à la politique gouvernementale. Parce que moi j'ai fait du porte-à-porte pendant toute ma campagne. J'ai vu des gens qui me disaient « On adore le boulot que vous faites à Joigny, mais au nom de ce que vous représentez, on ne votera pas pour vous. » Et ce que je représente, moi, dans Lyon, c'était le Parti socialiste qui est aujourd'hui au gouvernement. Donc j'ai entendu le message, voilà. J'ai entendu le message et je vais le transmettre. Et vous savez ce que les gens m'ont dit aussi? Ils m'ont dit la droite a échoué et la gauche a trahi. Voilà ce que moi j'ai entendu durant tous ces mois de campagne. François Patriat, est-ce que vous avez entendu vous aussi? Qu'est-ce que la gauche a pour réagir? Pas du tout. J'ai pas la même. D'abord, je salue la brillante élection de Nicolas Serret en terre de droite aujourd'hui. C'est le fruit de son implantation, de son travail. C'est vrai. Il a un tout petit mot aussi sur la proximité. Tout le monde réclame de la proximité et un électeur sur deux ne va pas voter. La première proximité, c'est d'aller voter. Hein, avant de donner des leçons de proximité, que les électrices et les électeurs le soient eux-mêmes. Je ne partage pas l'analyse de Nicolas, en ce sens qu'on me dit le gouvernement a trahi. A trahi quoi? Il a trahi qui? Les engagements pris pendant la campagne, sur l'essentiel, sont tenus aujourd'hui. Que fait ce gouvernement? Il essaye de redresser les comptes de la nation, il essaie de créer les conditions du développement économique pour demain. Je viens d'aller faire une matinée avec Emmanuel Macron à Beaune, chez Atoll, aujourd'hui. Remarquable réunion, où la place de l'innovation, où la place des nouveaux financements, où la place du partage, c'est la reconquête, c'est la relocalisation. Voilà ce que fait ce gouvernement. Alors si demain, le gouvernement reprend le chemin d'écouter les frondeurs pour des raisons de congrès du PS, on va, je pense, écouter les frondeurs, continuer comme on fait aujourd'hui, à essayer de faire à la fois du talon pointe, hein, du talon pointe. Je pense que non, ce gouvernement doit être courageux, mener les réformes qu'il a entreprises, les mener jusqu'au bout, et quitte à perdre les élections. Le problème n'est pas là aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'intérêt de la France et des Français. C'est celui-là aujourd'hui. Bêtement, François Patriat, c'est pas plus de gauche qu'ont demandé les Français, puisque c'est la droite qui a gagné les élections. Naïvement, les Français, ils ont demandé plus de droite. C'est une vision un peu simpliste, qu'il faut regarder comme telle. Mais est-ce qu'elle n'est pas aussi simpliste que de demander plus de gauche, Emmanuel, quoi? Moi, je pense que surtout, il ne faut pas oublier les raisons de la victoire en 2012 de François Hollande. Est-ce que c'est parce que les Français adhéraient à son programme? Ou a-t-il été élu simplement parce qu'on était au TSS, tout sauf Sarko? Donc, qui est revenu, donc ça risque de pas remarcher. C'est un autre débat, on en reparlera si vous voulez bien. Non, mais c'est vous qui l'avez dit. Non, mais je parle de 2012, donc je ne parle pas d'aujourd'hui. Je dis simplement que je ne suis pas sûre que la victoire de 2012 de François Hollande a été motivée par une adhésion complète, pleine et entière au programme. Nicolas Sarkozy. Voilà, un rejet en disant la droite elle échoue, donc puisqu'on était quand même sous le précédent mandat, ça a été 5 ans de crise, et donc là les gens ont cru que ça allait aller mieux, puisqu'on leur a expliqué à gauche. On a parfois des divergences avec le président sur ce sujet, mais on a expliqué que c'était la faute à la droite si ça allait si mal en France. En tout cas, il va falloir. Voilà. Vous êtes en train de nous rejouer le duo que vous jouez au Conseil régional, ce qui va entraîner. Donc c'est pour ça que je m'arrêterai là. La question de mon camarade Éric tout de suite, bien sûr. Si Nicolas Sarkozy avait réussi, il aurait été réélu. S'il n'a pas été réélu, c'est parce qu'il a échoué. Et on dit aujourd'hui que la gauche perd parce qu'elle échoue. On verra. On verra la suite. Mais François Patriat, donc, à l'issue de ces élections, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, 6 départements à droite sur la Bourgogne et Franche-Comté, 2 départements à gauche. Ça va rendre peut-être votre situation plus compliquée. Vous êtes candidat vous-même? Ma situation.
Mais il y a les élections régionales. Ah, ça, c'est une question qu'on me pose aujourd'hui tous les jours. Bah oui, mais il y a même ceux qui me disaient hier. d'un seul coup, donc. Il y a même ceux qui me disaient hier tout ce qu'il fallait tourner la page, que j'avais été là très longtemps, que j'avais réussi beaucoup de choses, mais qu'il était temps. Et même aujourd'hui, ils vont me dire exactement, François Patria, il faut rester à tout prix parce que mais je ne suis pas le sauveur de la Bourgogne. Je vais prendre ma décision à l'analyse des résultats, au rapport des forces en présence, à la possibilité demain d'avoir un conseil sur la politique que moi je souhaite mener aux côtés du gouvernement aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai dit à Emmanuel Macron combien, dans le système de réforme économique aujourd'hui, j'étais sur sa ligne. On va voir si tout cela peut demain faire une réelle ligne positive. J'ai encore un mois. Dans un mois, vous aurez la réponse. Marie-Guy Dufay s'est déjà lancée. Il y a le risque du conflit? Non, il ne peut pas y avoir de conflit, parce que là, il y aura un vote démocratique pour les candidats. Il y a sans doute Marie-Guy Dufay. Il peut y avoir François Patria, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Donc il y aura... Vous savez, la première fois où j'ai gagné la région, il y avait eu un affrontement avec Christian Paul, souvenez-vous à l'époque, qui s'était soldé par un écart mince. Souvenez-vous, très bien. Tout à fait. Alors, Emmanuel Macron est en visite, vous le disiez, aujourd'hui en Bourgogne. Il a évoqué justement ces rumeurs qu'il donnait parachutées en Bourgogne. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Ma responsabilité n'est pas aujourd'hui de m'intéresser à mon destin particulier pour telle ou telle élection. Pourtant soutenu par François Rebsamen, député de Côte d'Or, ça serait bien. Mais il y a des grands dirigeants régionaux. J'étais avec François Patria ce matin. François Rebsamen est un ami, il a lui-même une charge importante au sein du gouvernement. Mais ça n'est pas ma priorité du moment. Et je ne serai pas une tête de liste à quelque régional que ce soit. Je préfère, s'il faut vous dire les choses tout de go, je peux vous les dire. Parce que je crois que nos concitoyens attendent de leurs décideurs politiques autre chose que l'ambition politique pour eux-mêmes. Le ministre de l'économie en déplacement pour la semaine de l'industrie, nous y reviendrons ce soir. Il vous laisse la place, il ne veut pas vous faire d'ombre, il a compris que vous avez envie d'y aller. J'en ai parlé avec lui aussi ce matin. Et je lui ai dit que je serais très honoré de voir que demain, il puisse être candidat à la région. Il a donné sa réponse. Et après tout, il se consacre à sa tâche. Il ne se mêle pas de la bataille politique aujourd'hui, de la bataille électorale. C'est plutôt noble de sa part. Respectons-la. Ça aurait pu être bien. Alors, il y aura bataille aussi à droite. Avec... Nicolas disait qu'elle allait être tranquille. Non, vous n'êtes pas tranquille. Un petit peu dans Alain Joyandet ne cache pas ses ambitions pour la Bourgogne-Franche-Comté. François Sauvadet non plus. Écoutez, on va déjà installer... La droite côte-dorienne est derrière François Sauvadet? Au département, elle est derrière François Sauvadet. Oui. Et est-ce que ça aura comme conséquence d'être derrière lui pour les élections régionales? Écoutez, je ne peux pas parler au nom des autres. Je ne peux vous parler qu'en mon nom à moi. Et moi, je trouve que c'est un très bon président qui est très loyal envers l'UMP. Vous savez, au département comme à la région, on ne sait plus qui est quoi dans nos groupes parce qu'on travaille ensemble. Et on ne gagnera la région Bourgogne-Franche-Comté qu'ensemble. Excusez-moi. Ce sera le mot de la fin. Faire venir malade. Non, mais je veux dire, on ne gagnera qu'ensemble. C'est le mot de la fin. Merci Emmanuel Cohen, merci François Patria, merci de la chance d'être venu ce midi sur France 3 Bourgogne. Retrouvez plus d'infos sur notre site internet, bien sûr. On se retrouve également ce soir pour le 19-20, largement consacré aux élections départementales. Tout de suite, votre série, un cas pour deux, non pas un fauteuil pour deux. À tout à l'heure pour le 19-20 en Bourgogne. Bon après-midi sur France 3.